regarder du tic au tac sur GLG Média. Savez-vous que vous pouvez étudier ou travailler au Canada et gagner plus de 76 000 francs par jour en tant que soudeur? Eh bien, vous ne rêvez pas. C'est bien possible grâce à G&G Consultings en partenariat avec l'agence de recrutement 237 Destination Canada. Vous vivez en Afrique ou tout ailleurs dans le monde et souhaitez immigrer au Canada pour étudier ou travailler? G&G Consultings en partenariat avec l'agence de recrutement 237 Destination Canada vous donne la possibilité d'améliorer votre vie en immigrant en toute sécurité au Canada en qualité de résident permanent, travailleur temporaire, étudiant. G&G Consultings et son partenaire 237 Destination au Canada vous permettent de trouver du travail au Canada dans les domaines suivants: éducation, santé et services sociaux, génie civil, administration, manufacture, hôtellerie, restauration, ainsi que les technologies de l'information. Travailler une fois au Canada comme aide-soignant, infirmier, inspecteur en construction, infographe, graphiste, développeur d'applications, développeur web, menuisier, maçon, mécanicien, soudeur, chauffeur, technologue et technicien des sciences de la santé, technologue des laboratoires médicaux, technicien en génie électronique et électrique, architecte paysagiste et bien d'autres. Un accompagnement en procédure classique ou express selon votre profil. Pour plus d'informations, appelez-nous au plus 237 658 37 12 90. G&G Consultings. Soyez tranquille, nous sommes là. À quelques mètres du carrefour Yassa à Douala, trône majestueusement ISETAG. Créé en 2015, ISETAG est le plus important des instituts privés des enseignements supérieurs bâtis dans la capitale économique du Cameroun. Il est construit sur une superficie de 2 hectares avec 2 grands bâtiments imposants qui abritent les salles de cours et le bloc administratif. Tout récemment, en marge de la célébration de la Fête nationale de la jeunesse, le top management d'ISETAG a lancé les journées portes ouvertes du 8 au 10 février. 3 jours d'entretien, d'orientation, de conseils et de présentation du savoir-faire d'ISETAG aux futurs bacheliers venus par milliers visiter tour à tour les infrastructures ainsi que les ateliers de génie mécanique, de chaudronnerie et de fabrication métallique, ou encore celui de menuiserie et ébénisterie dont dispose l'université. C'était vraiment agréable. Déjà, j'ai apprécié le fait qu'ils sont venus nous chercher avec leur car et ils nous ont amenés ici à l'établissement. Et ensuite, ils nous ont bien accueillis. Ils nous ont fait visiter leur établissement. Nous avons visité la salle multimédia. Nous avons visité plein d'autres domaines. Et aussi, je peux dire que ISETAG nous offre plusieurs opportunités dans le monde de la formation et aussi de l'emploi. Comment ils s'y prennent, par exemple, pour dépisser une panne sur le véhicule à l'aide d'un appareil de diagnostic. Comment ils s'y prennent pour réparer la panne. Et aussi, comment certains systèmes des véhicules fonctionnent. Notamment le fonctionnement d'un moteur diesel, le fonctionnement d'un moteur essence, le fonctionnement d'un système d'injection d'essence électronique, le fonctionnement d'un système d'éclairage signalisation automobile, ne serait-ce que ça. En guise d'innovation, ISETAG vient de nouer un partenariat dans les domaines portuaires et maritimes avec Shanghai Ocean University of China et Regional Maritime University of Ghana. Avec ce partenariat, les étudiants formés par ISETAG sortiront munis d'une licence et d'un master, ainsi que d'une certification dans la filière qu'ils auront choisie. Et ce n'est pas tout. Il y a 6 filières sur lesquelles ISETAG va former à compter de l'année académique prochaine. La filière pêche maritime, la filière aquaculture, la filière électromécanique navale, la filière sciences nautiques, la filière gestion logistique portuaire et maritime et la filière sécurité et sûreté des plateformes pétrolières, portuaires et maritimes. En fait, ces filières-là, le cycle généralement c'est sur 5 ans. Sur 5 ans, mais avec au départ l'obtention d'une licence.
Alors, la formation va se faire en 2 volets. Il y aura un volet qui va se faire ici au Cameroun, la partie théorique, et une partie pratique qui va se faire en entreprise. Et ensuite, les étudiants, selon la filière choisie, iront soit au Ghana, soit en Chine. Ça dépendra. Et je voudrais vous signaler que la Chine a un système de 4 ans pour avoir une licence. Alors, nous sommes en train donc de voir comment les étudiants feront 2 ans au Cameroun et aller faire 2 ans en Chine. Voilà un peu ce qui est en train de vouloir se passer. Plus de 7 années d'expérience qui auront permis à l'Institut supérieur des technologies appliquées et de gestion de former plus de 300 diplômés, de se doter de 20 ateliers et laboratoires sophistiqués, ainsi que de construire une mini-cité de 199 chambres où logent les étudiants pour un meilleur suivi. Un sérieux qui a hissé ISETAC au rang de 4e national au BTS en 2021 et depuis 2022, cette université est désormais sous centre écrit des examens BTS. La formation à ISETAC se fait 70% pratique, 30% théorie. Parce que nous devons amener nos apprenants à pouvoir se prendre en charge après leur formation, après le passage à ISETAC. C'est pourquoi nos ateliers sont suffisamment équipés avec les appareils de la pointe. Et ça se dessine par quoi? Par les résultats, par nos résultats que nous obtenons dans les différentes sessions d'examen, d'examens nationaux. Pour le reste, ISETAC offre des formations dans d'autres domaines tels que banque et finance, génie civil, menuiserie et ébénisterie, en cycle BTS, HND, licence professionnelle et master professionnel. C'est un plaisir de vous retrouver sur JNJ Media dans cet autre numéro de votre émission du Tic au Tac, votre dîner intellectuel qui porte naturellement la co-signature de l'indéboulonnable Romaric Tenda et du très sémillant Raoul Patrick Bifeihok. Bonsoir Raoul. Bonsoir Romaric. Merci d'être là. Merci à vous également de nous suivre depuis votre domicile, votre lieu de service, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Nous sommes heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition avec un autre invité de poids. Et qui se meut sur la scène politique camerounaise depuis plusieurs années. Il a, par une lutte acharnée, arraché son indépendance politique. Et aujourd'hui, il a bien accepté d'être avec nous sur le plateau. Célestin Jamel est là. Bonsoir, Président. Merci d'être là. Bonsoir, Romaric. Bonsoir à vous, Raoul. Bonsoir, Président. Pour la première fois sur les plateaux de télévision. C'est un plaisir d'être là, dans ce bâtiment assez raffiné, dans ces lieux très parfumés. Oui. Ça fait du bien d'être là, au-delà de l'entretien qu'on va avoir. J'aimerais quand même vous dire merci pour ces lieux, parce que je crois que les médias de télévision au Cameroun devraient s'en inspirer, parce que le cadre aussi doit être agréable. Quand un invité est sollicité, il a envie de se retrouver dans un cadre agréable. Et c'est le cas aujourd'hui à JMJ, et puis je suis très heureux d'être là. Merci beaucoup de nous mettre à part, Président. On va questionner notre appart tout à l'heure. Oui. Et juste rappeler que notre intérêt, c'est justement de donner une télévision différente aux Camerounais en Afrique et naturellement par les infrastructures et la qualité du traitement du personnel. Absolument. Nous souhaitons naturellement nous démarquer. C'est le leitmotiv du top management de cette entreprise. Je vous y encourage très fortement. Merci infiniment. Merci infiniment. Alors, le samedi 12 juin 2021, vous avez présenté le lancement des activités de votre parti politique à part à Douala devant la presse nationale et internationale. Quelque temps seulement après votre départ du MRC, votre parti ambitionne-t-il de prendre le pouvoir ou simplement de créer une sorte de contrepoids au MRC? Non, disons qu'il faut bien comprendre une chose. Quand on est militant politique, comme je l'ai été pendant plusieurs années, et aujourd'hui président des mouvements politiques, il faut bien comprendre que dans l'ADN d'un militant politique et plus encore d'un parti politique, il y a la compétition électorale. Oui. Ça suppose que quand on met en place une structure politique, quand on va au ministère de l'administration territoriale pour l'immatriculer, on a l'intention de présenter au peuple, le moment venu, un projet de société. D'ailleurs, parmi les conditions qui vous sont soumises pour faire immatriculer votre parti, il y a ce qu'on appelle le projet de société. Si vous ne l'avez pas, on vous le réclame. Et si vous n'obtempérez pas, on ne peut pas immatriculer votre parti politique. Donc, à quoi sert un projet politique? C'est le programme d'un parti politique. Vous avez dû remarquer qu'au Cameroun, il y a près de 315, 319 partis politiques. Je ne dirais pas qu'il y a 300 idées pour le Cameroun, mais tout de même, je pense qu'il y a des grandes idées qu'on peut retrouver. Et donc, chez nous,
On a préféré sortir des rengaines permanentes de ces vieux partis d'opposition qui, depuis 33 ans, n'ont fourni au peuple camerounais que du contorsionnisme et, si je veux dire, de la flagornerie, qui fait qu'aujourd'hui, le bilan, c'est un échec patent. Donc, APA vient proposer autre chose. D'abord, j'estime qu'il faut respecter nos institutions, nos emblèmes, qui sont au-dessus des idées. Quand on est une nation comme le Cameroun, il faut en avoir la fierté d'être Camerounais. Il faut être fier de porter cet emblème national, le vert, rouge, jaune. Et donc, c'est au-dessus de nos intrigues politiciennes. Beaucoup de partis ont cru que le fait de s'attaquer aux emblèmes nationaux, de boycotter une élection, de s'attaquer aux ambassades, de s'attaquer au drapeau national, faisait du mal au président actuel. Non, le président actuel n'est pas au-dessus de cette permanence patriotique, si j'ose dire. C'est des choses permanentes. Donc nous, on préconise d'abord le respect de nos institutions et de nos emblèmes nationaux. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, naturellement, peut-être que vous m'interrogerez là-dessus, nous avons des propositions sur la santé publique des Camerounais, notamment l'assurance maladie, qui n'est pas encore une réalité chez nous. Au niveau des sports, il faut vulgariser, par exemple, les terrains municipaux. Il faut que ce soit une obligation pour les mairies de le faire. Sur le plan judiciaire, il faut une réforme profonde. Sur le plan institutionnel, l'ENAM, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on a un véritable programme politique. On a envie que les Camerounais s'interrogent, s'arc-boutent sur ce que propose APA pour l'avenir du Cameroun. Et c'est ce à quoi je m'attelle à faire. Partout où je passe, là où APA est installé, j'essaie d'abord d'expliquer ça aux militants qui adhèrent dans notre parti. C'est ça le plus important. Qu'est-ce que APA propose qui soit différent des autres? Parce qu'on doit être éclairé. C'est pas ajouter un parti au parti existant. C'est ajouter pourquoi, qu'est-ce qu'on ajoute et qu'est-ce qu'on propose. Si le militant n'est pas éclairé, il ne peut pas choisir librement parce que dans la compétition électorale, il y a plusieurs programmes politiques en principe qui sont soumis, n'est-ce pas, aux électeurs. Donc le choix est basé sur quoi? Sur justement la petite différence, n'est-ce pas, sur l'élément qui fait la différence entre les différents partis en lice. C'est ça qui intéresse l'électeur. C'est pas aller voter par consigne. Et à votre niveau, à part, quelles sont vos réelles ambitions? D'abord, c'est de conquérir le pouvoir, naturellement. Si je vous dis le contraire, ce serait pas sérieux de ma part. Quel pouvoir? Celui des tout dit? Un pouvoir, c'est tous les pouvoirs. La commune, c'est un pouvoir. La députation, c'est un pouvoir. Le Sénat, c'est un pouvoir. Et bien sûr, le pouvoir suprême, c'est étoudi, le palais de l'unité. Parce qu'en vérité, je pense qu'il est important, quand on est engagé politiquement, d'avoir des ambitions. Mais une ambition peut partir de soi, mais pour la collectivité, pour le pays, pour la patrie. Je ne serai ni le premier ni le dernier. J'estime donc qu'il faut être ambitieux quand on est en politique. Un militant qui n'est pas ambitieux n'est pas un militant pour moi. Tu dois aspirer à quelque chose. On doit avoir une vision du pays. On ne doit pas être en politique pour vivre au jour le jour, pour gérer le quotidien. Donc, quel est ton projet pour le Cameroun de demain? Est-ce que c'est pas à ça que ressemble votre parti? À quoi? Vivre le jour le jour. Pourquoi Dès votre implantation, vous avez démarré en fanfare et on a ressenti comme des signes d'essoufflement aujourd'hui. Est-ce que c'est pas... Non, c'est vous qui le dites. On est un jeune parti. On a à peine 2 ans d'existence, si vous voulez. Donc, vous savez que la première chose pour un parti politique, c'est d'abord le déploiement sur le terrain. Il faut d'abord s'atteler à créer des structures de base. C'est très important. Parce qu'un parti qui n'a pas de base n'est pas un parti politique. Parce que qui sera vos ambassadeurs? Qui va propulser le projet dans les différentes localités? C'est bien des militants. Justement, Célestin Djamel, pratiquement 2 ans que vous avez lancé votre parti politique. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement combien de militants vous avez aujourd'hui et comment vous travaillez à implanter votre parti sur l'ensemble du territoire national? Pour être très honnête, on est dans 4 régions. On a 4 présidents régionaux. L'Est, l'Ouest, le Centre et le Littoral. Je pense que c'est déjà pas mal. On n'est pas là pour faire du bourrage de militants. On recherche des gens de qualité. On commence par 4 régions, le bilan actuel, et je suis sûr que d'ici 1 an, on aura trouvé des personnes, des militants engagés, qui seraient prêts à servir à part, dans de très bonnes conditions, et finaliser avec les 10 régions. Mais pour l'instant, on n'a pas à se plaindre, parce qu'on va à notre vitesse. On n'est pas là dans des cycles d'imitation. On va à notre vitesse.
parce que je pense qu'il faut privilégier d'abord la qualité des hommes. Oui. Et puis le degré d'implication, de volonté, d'engagement chez les militants, ceux qui veulent vraiment servir en ayant pris connaissance du projet de société que propose APA. C'est ce que nous recherchons. Mais dans votre base de données actuelle, vous avez combien de militants? Nous avons environ 1000 militants, évidemment. Dans tout le Cameroun. Enfin, évidemment, c'est pas le mot, c'est 1000 militants, parce que vous avez vu en Banga, en octobre dernier, 2022, vous avez vu qu'on a installé près de 259 militants qui venaient quasiment tous du SDF. C'est le droit de démissionner. Mais pourquoi ont-ils choisi APA? Parce qu'ils pensent que j'ai un projet qui est alléchant pour le pays. Oui. Vous avez vu, les images ont circulé partout. Il y a eu des militants qui sont venus de partout, de Bonalea, de Banga, etc. Donc ils sont venus pour essayer d'écouter et pour adhérer à APA. On a installé le départemental, M. Irénée Tétujeux, qui, pour l'instant, il est un peu souffrant. J'en profite pour lui passer tous mes encouragements, parce que c'est pas toujours facile de gérer un département comme le Mungo en étant sur un lit d'hôpital, dont je le salue s'il me regarde aujourd'hui. Mais c'est pour dire que nous avons confiance en nos militants. On ne va pas lancer des recrutements massifs et trop faciles. Nous voulons les personnes qui ont fait preuve de leur volonté de se battre avec les idées de APA. Et je crois qu'aujourd'hui, on a cité Mbanga, je peux également citer Banjoun, citer Bafoussam, on a des militants. Citer Mokolo, Marois, on a des militants. Voilà, bien évidemment. Et récemment, Yaoundé 4, le dernier bastion qu'on a implanté, avec des personnes comme les Thomas Nouga, des personnes comme les Brice Nicho en Balmayo, Brice Momo, pardon, en Balmayo, des personnes comme les Chimi Giscard à Yaoundé 5. Donc, on est en train d'étoffer notre structure sur le terrain. Donc, on n'est pas pressé. On va au pas normal. Parce que nous cherchons de la qualité. Sachant que les élections approchent. Bien entendu. Il ne faut pas se lever à la veille de l'élection, pour essayer de battre campagne. On essaie de se faire connaître du grand public. Ce n'est pas facile. 2 ans, c'est rien dans la sphère politico-médiatique au Cameroun. Donc, il faut de la visibilité. Et la visibilité passe effectivement par des acteurs sur le terrain qui vont vers les médias comme vous, vers d'autres confrères, pour faire connaître le projet de APA. Alors, vous menez des actions sur le terrain. D'où viennent les fonds? Bon, c'est vrai que pour l'instant, on a des sympathisants qui ont un peu de moyens, qui nous aident notamment pour le défilé récemment du 20 mai à Douala. Il y a beaucoup de sympathisants qui ne sont pas encartés encore, qui nous ont aidés à imprimer des t-shirts, on a vu les t-shirts, des écharpes, et puis à avoir des transports, la logistique pour essayer d'accompagner les gens, n'est-ce pas, sur les lieux de défilé. Ça, je ne vais pas les citer ici, parce qu'ils ne veulent pas qu'on les cite. Ils ont fait un acte de générosité. Je vous rassure, c'est pas les gens du pouvoir, c'est les gens qui sympathisent avec les idées de APA. Donc on se bat comme on peut, on ne force pas les gens à s'encarter quand ils en ont encore le besoin. S'ils sont sympathisants, qu'ils fassent le geste qui aide. On a besoin d'aide en tant que parti politique. On n'a pas les fonds de l'État. Même quand on est en campagne électorale, la part du budget de campagne est très minime pour les partis qui ne sont pas représentés à l'Assemblée, ni au Sénat, ni dans les conseils municipaux, vous le savez très bien. Donc APA tient bon, APA croit dans son projet, et APA pense qu'avec le temps, je pense que les Camerounais vont comprendre le sens du projet et vont venir massivement adhérer à APA. Vous avez expliqué l'implantation de votre parti aujourd'hui qui compte déjà sur 4 régions. Où se trouve précisément le siège de votre parti? À Douala, à Bissengue. Vous avez l'entrée de la gare, Bissengue, à Daïdo. Et puis, vers le cinéma Eden, c'est entre la gare et le cinéma Eden. C'est visible, hein, donc tout le monde peut passer. On reçoit des gens, il y a un secrétaire permanent qui reçoit les futurs militants, leur explique le projet de APA, leur explique ce qu'ils veulent savoir. Parce que tout dépend de ce que veut savoir le militant potentiel qui arrive et qui demande, qui pose des questions. On leur apporte des réponses. Il y a des statuts, on leur offre gratuitement un statut. Ils sont déjà là, sur place. Et puis, les t-shirts qui restent, s'ils ont de la chance, ils ont un t-shirt. Mais on leur explique d'abord les enjeux politiques et sociétaux de notre parti politique. On est l'un des rares partis à avoir un siège. On est tout nouveau, tout neuf. Et je peux citer un parti comme le SDF qui n'a pas de siège véritablement national. Il y a un siège dans le centre qui est vers Montéjouvence pour le SDF par exemple. Mais vous voyez pas, il n'y a pas beaucoup de partis qui ont des sièges nationaux. C'est extrêmement rare. Alors, est-ce que ce sont toujours vos sympathisants et militants qui payent peut-être la location du siège ou bien le siège vous appartient peut-être? Oui, on a des cadres qui sont assez bien positionnés pour l'instant qui nous aident à assurer le loyer. C'est comme ça, c'est une entité, c'est du collectif.
On ne peut pas penser à un seul instant que le président prend tout sur lui sur le plan financier. Ce n'est pas possible. Moi, quand je fais mes conférences, il m'arrive d'avoir des bons cachets de conférences. J'ai fait mes petits business. Ça ne regarde que moi. Je suis indépendant. Je suis enseignant, mais j'ai arrêté pour l'instant parce que j'estimais que les charges que j'ai sur le plan politique ne me permettaient plus de corriger les copies à longueur de journée. C'est fatigant. À l'université ou bien L'Institut l'ISG, Oui. de Douala. Et donc, c'était très, très, très lourd hein, dans le temps, en termes de charge de travail. Et donc, cumulé avec mon travail politique, ce n'était plus possible. Donc, j'ai arrêté. Je me suis plus tourné vers les conférences pour les jeunes citoyennes, les conférences politiques, les conférences sur la société. J'étais à Yaoundé il y a même pas un mois sur le thème fédéralisme communautaire et fédéralisme unitaire. C'est que j'ai écrit un bouquin pour contrer, n'est-ce pas, celui de l'honorable Graba-Libi, parce que j'estime que les idées peuvent pousser à la paix ou à la guerre. Donc j'ai pensé qu'il était utile pour moi et pour mon parti de contribuer, n'est-ce pas, à la clarification des projets politiques. Nous sommes pour un Cameroun uni, divers mais unis. On n'est pas pour les États, pour les bantoustans. La tribu, l'ethnique, c'est bon pour la culture. Les fêtes tribales, c'est bon pour la culture. Mais quand on rentre dans le champ politique, c'est les idées qui prévalent. C'est rien d'autre. D'accord. Donc je veux parler d'un système adossé sur l'ethnie. On n'a pas choisi son ethnie. Tout à fait. On n'a pas choisi son village. On n'a Alors, pas c'est la choisi raison pour son laquelle lieu vous de avez naissance. produit l'ouvrage pour battre en brèche. Qui a été bien vendu, celui de- d'ailleurs, à Yaoundé. Je remercie les consommateurs de cet ouvrage, que je recommande d'ailleurs aux Camerounais, le fédéralisme unitaire. Combien d'exemplaires environ? Il y a eu 50 vendus, rien qu'à Yaoundé. Oui. Lors de cette conférence avec le professeur Ounanguini, je crois que le message est passé. On a compris que on peut être différent par nos idées, par nos manières de faire, mais on doit garder le caractère unitaire, pas unitaire, mais le caractère uni de notre nation. Parce que sinon, on risquera avec le projet de Graba-Libi de subir le sort de la Yougoslavie, de l'ex-Yougoslavie. Hein? Ils sont partis sur un fédéralisme unitaire, communautaire, comprenez? Et puis la Croatie se revendiquait être un État, la Serbie, le Monténégro, le Kosovo, etc. Et puis la Yougoslavie a disparu. Est-ce qu'on veut le même sort pour le Cameroun? J'ai dit non. Non, voilà. Sortons de ce fédéralisme, parlons de toute autre chose. Quels sont vos rapports, Célestin Diamène, avec la ministre Ketia Cortez? Je n'ai aucun rapport particulier. Je veux dire que je l'ai rencontré il y a de cela 3 ans. C'était au port de Douala, au PAD, quand le Premier ministre m'a invité à l'inauguration des engins fluviaux. C'était en octobre 2020, me semble-t-il, au même titre que certaines personnalités. Je ne vais pas les citer ici parce que vous pouvez imaginer qui ils sont. Il y avait toute une délégation gouvernementale qui est venue à Douala. Il y avait, j'ai vu Thieroma, Ketia Cortez. Je l'ai salué, on a un peu sympathisé et c'est tout. Il n'y a pas de rencontre particulière. Vous n'avez aucun rapport particulier avec Ni parce que j'ai lu par ailleurs dans certains médias que j'avais des liens familiaux. Non, pas du tout. On se connaît pas. Pourtant, une certaine opinion affirme qu'elle a financé la création de votre parti et qu'elle vous porte pratiquement à bout de bras. Est-ce vrai? Vous savez, vous êtes journaliste. Il faut être, dans votre métier, je ne veux pas vous apprendre votre métier, il faut être curieux. Quand vous avez sous les mains ce type de rumeurs, ces rumeurs qui sont complètement insensées, ayez au moins, n'est-ce pas, la disponibilité, la présence d'esprit, je sais que vous le faites très bien, d'aller fouiller un peu, pour voir si ces informations sont vraisemblables. Si vous fouillez un peu, vous allez vous rendre compte que ces gens racontent tout et n'importe quoi. Parce qu'elle finance quoi? Elle est RDPC, elle est membre éminent du RDPC, ancien maire de Baganté, ministre dans le gouvernement actuel. Qu'est-ce qu'elle a financé un parti politique? Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas de lien avec elle. Et quelle est la source de ces informations? Ils tirent les informations d'où? Ça vient de quoi? Mais il faut leur poser la question à ceux qui écrivent des saletés sur le compte de APA. Ils parlent au nom de APA, mais je suis président de APA. C'est la raison pour laquelle nous vous avons sur ce plateau et nous vous posons la question directement pour que vous puissiez éclairer la lanterne de toutes ces personnes. Puisque vous êtes un média grand public, il faut aussi édifier les téléspectateurs pour leur dire que il n'y a pas de source à cela. Il n'y a aucun commencement de preuve de dire que j'ai des liens avec Mme Cortez. À quelle occasion on nous a vus? Je ne comprends pas.
Est-ce qu'une autorité administrative vous a déjà contacté pour vous donner de l'argent? Pas du tout. Jamais. C'est pas le but. C'est pas le but. Ce n'est jamais arrivé? Non, pas du tout. Je sais qu'en tant que parti politique, la loi de 2000 nous conduit, quand les campagnes électorales vont démarrer, à recevoir des budgets de campagne. Selon nos ambitions, nos listes, il y a un budget prévu par la loi qui est reçu par les partis en lice, en compétition, je veux dire. C'est tout. Nous, on est donc fondé sur le tissu juridique quand on s'engage en politique. C'est pas pour recevoir le financement du parti au pouvoir ou bien du gouvernement, ça n'aurait pas de sens. Alors, on peut pas dire on a un parti politique différent de la majorité présidentielle si on reçoit des fonds du gouvernement. Ça n'a pas de sens. On n'est pas l'UNDP, on n'est pas, comment dirais-je, le FSNC. On est à part. Oui. Un parti qui propose. D'accord. Un parti qui n'est pas là pour adouber le projet gouvernemental. On sait, Célestin Diamène, au Cameroun, que c'est extrêmement difficile pour des acteurs politiques de se mouvoir parce que lorsque vous n'êtes pas avec le système en place, parfois vous pouvez recevoir plusieurs bâtons dans les roues, vous pouvez avoir des projets qui sont parfois empiétés par tel ou tel autre obstacle. Et moi, personnellement, j'ai envie de vous demander, vous personnellement, qu'est-ce que vous faites dans la vie aujourd'hui? De quoi vivez-vous? Mais je dois dire que j'étais enseignant jusqu'à il y a 2-3 ans. Par ailleurs, je fais un peu dans l'agriculture. J'ai mon champ, pas loin de Souza. Combien d'hectares? Environ 3 hectares. Quand j'ai du temps, j'y vais un peu, je cultive. Il y a des gens qui s'occupent un peu à vendre le produit de mes champs et j'encourage beaucoup de Camerounais à se lancer dans l'agriculture. Parce que j'estime que on n'a pas assez mesuré l'importance de la terre, de ce que peut rapporter la terre à des jeunes Camerounais en quête d'un mieux-être. Et donc, je montre l'exemple, je suis pas le premier, bien entendu, mais j'encourage les Camerounais, les jeunes notamment, à investir dans l'agriculture. Et pourquoi pas le gouvernement? Rappelez-vous l'année où on a dégagé près de 1420 milliards à l'issue de l'initiative PTT, c'était au moins 1420 milliards d'économies. On aurait pu quand même penser à recycler cet argent dans l'agriculture, en mécanisant davantage l'agriculture pour les jeunes. Que de les laisser venir faire le benskin à Douala et Yaoundé, ça leur rapporte quoi? Même pas 5 000 francs par jour. Donc j'estime qu'il y a un avenir très grand dans l'agriculture au Cameroun. Je suis un politique, mais je suis également agriculteur. C'est important de le dire. Il y a beaucoup d'argent à faire dans l'agriculture. Il faut que les jeunes comprennent l'importance de l'agriculture. Vous prenez un cas, par exemple, bon, c'est peut-être décalé par rapport à ce que je veux dire, l'ancien président nigérien Obasanjo, qui est devenu plus riche que quand il était au pouvoir. Multi-milliardaire. Hein, vous comprenez? En grande partie aussi grâce à l'agriculture. Bien sûr. Il investit dans l'élevage, des poulets, des cochons, la culture bovine, dans l'avocat, dans plein de fruits. Il a 36 000 hectares. Il en avait les moyens, c'est vrai. Mais il est plus riche aujourd'hui qu'il ne l'était quand il était président de la République, du Nigeria. Donc c'est pour dire que la terre rapporte. La terre, ça donne de la confiance. Hein? C'est pas un investissement comme ça qui va s'évaporer en quelque temps. La terre, elle est là. Même si on incinère les arbres, fruits des plantes, la terre est toujours là. Vous avez intégré cela dans votre projet de société? Mais bien sûr, bien sûr. Il faut mécaniser l'agriculture. Encourager les jeunes à s'investir dans la terre, à cultiver la terre. Parce que la terre ne ment pas. C'est le message que j'ai envie de faire passer. Je respecte tous les métiers, c'est vrai. Mais je pense que les jeunes s'ennuient parce qu'ils ne mesurent pas les enjeux économiques. Ils ne mesurent pas l'importance de ce que peut leur apporter la terre, la culture de la terre. Et le Cameroun a besoin de main-d'œuvre dans ce domaine-là, a besoin d'entrepreneurs dans le domaine de l'agriculture aussi. Il faut bien sûr se former, il faut s'initier au métier de la terre dans tous les domaines. Aujourd'hui, par exemple, il y a un métier qui est le vent en poupe, c'est l'huile de palme, les noix, les palmiers. Mais c'est énorme, par exemple. Mais combien de jeunes le savent? Ça rapporte des sommes incroyables, incroyables. Mais les jeunes se contentent à la facilité, à faire de la moto. Mais que cultivez-vous sur vos hectares? Tomates. Je suis en train de mettre en place des arbres, des palmiers à huile, parce que j'estime que bon, ça prend 4 ans pour produire. Hein. Contrairement aux cultures maraîchères qui prennent 3-4 mois pour produire pour la récolte. Mais il faut être patient avec la culture du palmier à huile qui rapporte beaucoup d'argent. Et il faut être patient. Vous voyez, on les plante et puis au bout de 3 ans, 4 ans, ça commence à produire.
Hein, ça, tout le monde peut le faire. À partir où on a un peu d'argent, on va dans un village pas trop lointain, en tout cas pour ce qui nous concerne, pas trop loin de Douala, le Mungo par exemple, vous investissez, et puis avec un peu de patience, de persévérance, on gagne bien sa vie. Où est le problème? Donc les jeunes doivent le faire, parce que si je peux le faire, tous les jeunes, les moins jeunes peuvent le faire. Il n'y a pas de raison. Et j'invite l'État, justement, à comprendre que la création d'emplois, c'est aussi dans l'agriculture. Ce n'est pas que dans les services manufacturiers, les services publics. Non. Est-ce que la fonction publique crée de la richesse? Non. Il faut que les jeunes soient invités à prendre les initiatives, à créer des emplois, à créer leur affaire. Et c'est facile. D'accord. Alors, nous allons marquer une pause et de retour, nous parlerons de toute autre chose dans cet entretien. Absolument. À tout de suite. Vous regardez JNJ Média. Restez avec nous. G&J Consulting, votre entreprise de conseil. Vous avez besoin des services juridiques. Vous voulez investir dans l'immobilier, construction, agroalimentaire, agropastoral, import-export, commerce international, hôtellerie, placement de personnel, logement, vente de vos maisons, terrains et bien d'autres. Voyage, location et vente de matériel divers, décoration, organisation de festivités. Une seule adresse, G&J Consulting, votre nouvelle entreprise de conseil qui fournit aux clients et partenaires une direction claire, efficace, optimum, réaliste et innovante pour vous permettre de réussir sans heurts ni dommages tout ce que vous entreprenez au Cameroun. Vous êtes à l'étranger, au Cameroun. Retrouvez-nous au 2e étage de l'immeuble abritant la pharmacie Chapoma à 100 mètres en face Total Colbon en allant vers le stade de Chapoma. Contactez-nous plus 237 680 41 40 15 ou nous écrire sur notre adresse mail getjconsulting@gmail.com. Visitez notre site web getjconsulting.org. J&J Consulting. De retour sur ce plateau, nous sommes toujours en compagnie de Célestin Diamène, président d'APA. 2025 approche à grands pas. Comment allez-vous procéder pour challenger le président Biya s'il redevient candidat? Écoutez, je pense que pour prendre part, à l'élection présidentielle, il faut quand même remplir certaines conditions. Parmi celles-là, il y a le fait, vous savez très bien que le candidat à la présidentielle est investi par un parti politique. Naturellement. Il faut donc que ce parti politique ait au moins un élu, ce qui n'est pas le cas de APA, vu son âge. On n'a que 2 ans d'âge, ou presque. Donc, n'ayant pas encore pris part à une échéance électorale, on ne pouvait pas, de facto, avoir d'élu. Donc, en principe, si les élections présidentielles passent avant les élections municipales et législatives, il est clair qu'il n'y aurait pas de candidat pour APA. Sauf si, éventuellement, on peut recourir à la méthode Koumvanda, qui a investi un de ses poulains à l'époque, c'est pas à exclure. Il y a bien sûr sur le plan théorique la candidature, indépendante, mais dans la pratique, c'est quasiment impossible, puisqu'il faut 300 signatures par département, me semble-t-il. Il y en a 58 au Cameroun. Et donc, la plupart des départements, des maires sont d'obédience RDPC. Alors, ils ne peuvent pas avoir le courage, effectivement, de signer à la fois pour le candidat et pour un autre candidat. Enfin, dans la démocratie, c'est parfaitement compréhensible, mais au Cameroun, le maire ne s'aventurerait pas à porter sa signature pour un candidat autre que celui de son parti politique. C'est la raison pour laquelle, depuis toujours, il n'y a jamais eu de candidat indépendant au Cameroun. Même à l'époque, Ogbelen, l'ancien ministre de la Recherche, gouvernement Biya d'ailleurs, a été obligé de créer un parti politique, une branche de l'UPC, si j'ose dire, pour se porter candidat. Comprenez? Donc on a investi par un parti politique. On ne peut pas envisager autre chose dans l'état actuel de la loi au Cameroun. Oh oui. Bon, maintenant, en 2025, à part n'exclut rien, y compris la présidentielle, c'est sûr qu'on ira au municipal, aux législatives. Encore une fois, si les élections locales interviennent avant l'élection majeure qui est la présidentielle, il est clair que nous aurons rempli au moins cette condition, et donc tout devient clair et tout devient possible. Dans l'état actuel, on ne sait pas, on n'est pas dans l'esprit du président de la République. Mais il a le droit de... Regardez votre caméra et dites-nous si vous êtes sûr
de pouvoir battre le président Biya à une élection présidentielle au Cameroun si jamais vous y allez? Mais est-ce que vous êtes sûr que le président Biya sera candidat? C'est moi qui pose la question. Oui, bon, c'est une question-réponse. C'est pour vous dire que, d'abord, chacun est libre de prendre une décision. Dans le cas où il y va. Dans le cas où il y va. Il va à l'élection et vous-même, vous allez le challenger. Est-ce que vous que êtes convaincu de l'intérêt de pouvoir le battre? La question, c'est d'abord de s'adresser à ses électeurs. C'est eux, le juge finaux. Oui. C'est eux qui choisissent le final. Est-ce que vous connaissez, c'est pour vous dire que vous connaissez mieux la scène politique nationale? Justement, c'est pour ça que je m'évertue à vous apporter la bonne formulation. Oui. Excusez du peu. La question, parce qu'en vérité, c'est pas comme ça qu'on se pose des questions politiques. Quand vous menez une campagne électorale, vous menez une campagne d'abord avec une équipe de confiance, une équipe de combat, qui va au charbon, qui va pas prêcher, mais qui va convaincre, convaincre les électeurs. Maintenant, effectivement, dans le cadre de cette campagne électorale, on n'est pas en train de se dire, est-ce qu'on va battre un tel ou un tel? On y va avec toute la foi qui nous accompagne. Parce que dire qu'on va pour battre un tel, ça me semble un petit peu décalé par rapport à l'objet même d'un candidat. On va pour gagner. On n'est pas là pour se rivaliser à quelqu'un qui soit entrant ou sortant. Alors, si on s'en tient à ce que vous dites, vous partez pour gagner. Est-ce que vous êtes capable de gagner un candidat du RDPC, en dehors du président Biya? Écoutez, mais je me sens parfaitement capable, bien entendu, de gagner un candidat du RDPC. S'il se présentait à la présidentielle. C'est pas dans l'ordre de l'impossible, pourquoi? Vous avez bien, dans d'autres pays, vous avez vu, par exemple... Avec un fichier de 1000 militants, vous êtes capable de le faire? Vous savez que Macky Sall était un modeste candidat, venant du parti d'ailleurs présidentiel. C'était pas un cadre, même s'il était Premier ministre, il n'était pas un cadre du PDS au Sénégal. Il a quand même pu vaincre le président sortant, si j'ose dire. Wade était candidat d'ailleurs. Il a battu Wade, son mentor politique. Président du PDS. C'est un exemple quand même qui est assez parlant. Donc, tout est possible à qui y croit dans la vie. Vous faites un métier formidable. Célestin Djamel, lorsque vous regardez l'environnement politique au Cameroun, vous le connaissez mieux que quiconque. Bien sûr. Pour être passé au SDF, pour être passé au MRC, pour avoir votre propre parti politique aujourd'hui, et vous savez que et il s'est dit dans l'arène politique que le président de la République avec le parti RDPC détiennent pratiquement tous les appareils de l'État pour se maintenir au pouvoir. S'il n'y a pas de modification du code électoral, on va à une élection présidentielle. Est-ce que vous pensez réellement pouvoir battre le président Biya? Mais encore une fois, je vous dis que je peux vous répondre par un exemple. Pardon de me répéter, mais en 92, le président John Frondi, à cette époque, n'avait pas, bien sûr qu'on revendiquait un code électoral, qui n'existait pas à l'époque. Qui n'existait pas. Il avait conquis un public 2 ans à peine avant son engagement à l'élection présidentielle. Mais beaucoup... C'était pas de son fait. D'observateurs. C'était l'Union pour le changement. Bien avec sûr. Plusieurs acteurs politiques qui se sont mis en place, avec plusieurs forces, et ont décidé de mettre le président Frondi comme celui qui devait porter cette force-là pour aller challenger le président Biya. C'est tout autre chose. Quoi que vous dites, le RDPC était un parti au pouvoir, du pouvoir. Ils avaient les moyens, à travers leurs différentes ramifications administratives ou autres, de verrouiller, n'est-ce pas, toutes les structures, les régions, et gagner les élections. Il se trouve que, puisque John Frondi a cru à son étoile, il se trouve qu'à ce moment-là, il a pensé qu'il pouvait gagner. Parce qu'il est force en présence. Un parti qui a le financement. Parce que le président de la République est en même temps président du parti du RDPC. Donc il a les moyens de faire campagne. Alors même si vous parlez de l'Union pour le changement, vous ne pouvez pas comparer leurs moyens à ceux que pouvait détenir le parti au pouvoir. Tout à fait. Mais malgré ça, ils n'ont pas été défaitistes. Ils y ont cru. Exact. Et à la sortie du vote, beaucoup d'observateurs politiques ont dit que le président Frondi avait gagné. Mais la réalité sur le terrain était tout autre. Voilà. Donc c'est pour vous dire que il faut croire en ses rêves. Si petit qu'on soit, si David qu'on soit, on peut battre Goliath. Ce n'est pas exclu. Nous sommes dans un pays, on parle de démocratie. Vous considérant comme David dans ce cas de figure. Est-ce qu'on n'a que 2 ans d'existence? Est-ce que vous ne pensez pas qu'aller à une élection
face à un candidat comme le président Biya, aller à une élection aujourd'hui serait pour vous en quelque sorte de la simple figuration? Non, c'est vous qui le pensez. On ne va pas une élection pour perdre. On ne va pas non plus pour faire de la figuration. On va pour gagner. Maintenant, la réalité, c'est quoi? C'est que vous pouvez ne pas convaincre vos électeurs. Vous pouvez être confronté à des problèmes logistiques, des questions, on va dire, de campagne, parce que c'est pas facile. Vous savez très bien qu'au Cameroun, la campagne électorale, malheureusement, n'est pas financée comme ça se devrait. La démocratie a un coût. Si, sur les 1,5 milliard débloqués à chaque campagne pour les partis politiques en lice, 900 millions reviennent au RDPC, il est clair que les autres partis récoltent des miettes, il ne faut pas faire campagne. Malgré cela, étant donné que les forces en présence sont ce qu'elles sont, on ne peut pas aller vers les électeurs camerounais pour leur dire que venez m'accompagner à échouer. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est les électeurs qui décident, malgré la modicité des moyens. Oui. Est-ce que l'élection, la circonscription pour une élection présidentielle, elle est territoriale. Oui. Et c'est le Cameroun. Les électeurs vous regardent. Oui. Si la campagne est respectée, est équitable, temps de parole, dans tous les médias, les gens vous écoutent et vous regardent. Et le vote est libre et secret. Oui. On peut très bien même être militant à DPC et voter un candidat. Est-ce que le rapport de force qui est sur le terrain peut vous permettre d'entretenir votre rêve, tel que vous le dites, de gagner le RDPC? Ça, c'est le mystère des élections. On a vu des cas dans le monde. Regardez, par exemple, je prends un pays comme, comment dirais-je, la Géorgie. Oui. Oui. En 99 avec Saakashvili. Il a battu Shevardnadze, qui était un cadre à l'époque de l'Union soviétique, ministre indéboulonnable des Affaires étrangères, pendant des décennies, pendant au moins 2 décennies, mais battu par un jeune de 36 ans, quasiment inconnu. La Géorgie à l'époque avait 14 millions d'habitants. C'est le pays d'où est originaire Staline, le grand Staline de l'Union soviétique. Tout est possible dans la vie. Bien sûr, on peut déplorer que chez nous, la démocratie va à pas de tortue. Mais malgré cela, les Camerounais comprennent qu'il faut le changement, mais un vrai changement. Pas un changement factice avec la vieille opposition. Oui. Nous sommes, à part, incarnent la nouvelle opposition. Nous sommes la nouvelle opposition. On va proposer quelque chose de différent. Maintenant, il revient aux électeurs aussi d'être un peu plus curieux, de savoir sur telle thématique, qu'est-ce que APA propose sur le plan économique. C'est Saint-Jamel, est-ce que vous pensez que pour les municipales et législatives à venir, APA a des chances de pouvoir avoir des maires députés pour les prochaines élections? Bien sûr. Je pense notamment, et pour l'instant, c'est ce que je pense, nous avons des chances d'avoir beaucoup d'élus dans le Mungo. Nous sommes très implantés, beaucoup plus que dans le Vouri d'ailleurs. Ceux qui suivent un peu les activités d'APA, nous sommes très présents dans le Mungo. Oui. Notamment dans le Mungo Sud. Nous avons de grandes ambitions, pas seulement dans le Mungo Sud, mais avec beaucoup plus de certitude, entre guillemets, dans le Mungo Sud. Parce que nous pensons que les gens ont adhéré beaucoup plus rapidement à nos idéaux dans cette partie, n'est-ce pas, dans notre pays. Et nous continuons à couvrir l'ensemble, le reste du territoire national, parce qu'on considère que nous sommes une partie pas départementale comme certains partis, ou à tendance un peu ethnique. Nous sommes un parti d'un discours qui transcende la diversité ethnique et tribale. Nous pensons que je vois en vous, Romaric, je vois en vous, Raoul, le citoyen camerounais. C'est à eux que je parle. Il faut mettre fin au vote villageois, au vote ethnique. Ça ne grandit pas un pays. Nous avons des programmes politiques. Il faut apprendre à nos électeurs à les lire. À les lire et à les comprendre. C'est sur la base des offres politiques qu'on peut voter, choisir un candidat. Alors, Célestin Jamel, face à un parti politique comme le MRC qui mobilise aujourd'hui de nombreuses personnes, tant sur le plan national que dans la diaspora, est-ce que vous pensez qu'au sein de l'opposition, ce parti vous laissera avec au moins 5% dans un suffrage? C'est pas un parti qui laisse, c'est les électeurs qui sont dans le secret de l'isoloir qui décident. Il a une capacité de mobilisation qu'il faut reconnaître. Ils sont plus anciens que nous sur la scène de la terre, le terrain politique, c'est une évidence. Mais nous sommes tout nouveaux comme parti politique, mais nous avons déjà en notre sein des hommes d'expérience, donc qui ont aussi appris à mettre en place des stratégies qui marchent, qui fonctionnent.
Moi, par exemple, pour ne citer que moi, mais je suis pas le seul, j'ai passé 22 ans au SDF et je crois environ 2 ans et demi au MRC. Donc, je pense que forcément, on apprend. Quand on a un tel circuit politique, on est obligé d'apprendre quelque chose. Le parti est certes nouveau, il est certes jeune, mais je suis convaincu que la question n'est pas dans la nouveauté du parti. C'est dans l'ambition de ses adhérents, de ses cadres, de son président, et surtout dans la maturité de son projet politique. C'est ça qui intéresse les électeurs. Et c'est cette osmose entre l'électeur lambda et la proposition du candidat ou du parti qui va allécher ou non le potentiel électeur. Donc, nous misons sur le bon sens et sur la sagacité de l'électeur. Mais si vous allez à une élection avec un autre parti d'opposition comme le MRC, est-ce que vous avez des chances d'après vous? Non, la question, ce n'est pas les hommes. C'est vraiment les entités et le contenu des plateformes d'alliance. Vous savez que en politique, on n'a ni amis ni ennemis, en tout cas définitif. Tout dépend à l'instant T ce que propose votre potentiel partenaire, si j'ose dire, votre allié. Si par exemple vous avez un parti politique, vous, Marie ou Raoul, et que on est d'accord sur la prise en charge de la santé publique, l'assurance maladie par exemple, sur l'armée populaire et l'armée républicaine, sur la réforme des institutions, sur l'industrialisation de l'économie camerounaise et sur la défiscalisation des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, avant de leur frapper d'impôts, avant même qu'ils commencent leur activité. Si nous sommes d'accord sur les principaux leviers de l'économie, de la vie de la société, sur l'abaissement de l'âge à la majorité électorale ou pénale, eh bien, dans ce cas-là, on se décide en personne adulte, de faire une plateforme commune et on voit les élections sous la même étiquette. Donc vous pouvez accepter fusionner avec le MRC demain? Avec les partis qui ont mesuré l'enjeu national et qui se rapprochent de nos idées. Il n'y a pas de raison, si nous sommes d'accord sur les idées essentielles, sur l'économie, sur l'industrie, sur la santé, sur la justice, pourquoi voulez-vous qu'on ferme la porte de manière automatique à des personnes parce qu'on a des humeurs? Je ne suis pas un politicien d'humeur. Je suis un politicien pragmatique et réaliste. Ça veut dire que nos partenariats sont fondés sur des propositions politiques. C'est ce à quoi tient une alliance politique. Et qu'est-ce que vous souhaitez? Que des gens viennent auprès de vos idéaux ou que vous puissiez vous-même aller vers ceux qui portent des idéaux comme vous et qui ont la capacité de c'est-à-dire que les candidats ont d'abord leur programme personnel. Bon, on peut trouver des accointances, des similitudes dans ces programmes politiques. Dans ce cas-là, il peut se passer qu'il y a une rencontre, une espèce de, comment on appelle ça, de sollicitation de part et d'autre. Mais si on pense à la même chose, pourquoi ne pas augmenter nos chances en allant unis aux élections, plutôt que, ce serait bête, d'aller diviser, et là, alors que nous pensons la même chose sur tel ou tel sujet. Alors, une telle coalition vous permettra au moins de prétendre battre le RDPC, c'est ça? Une coalition a pour but de renforcer ses chances de succès. Évidemment, quand un candidat rentre dans l'arène politique d'une campagne électorale, c'est pour gagner, peu importe le parti d'en face. Je dis bien, peu importe le parti d'en face. Alors, cette chance, est-ce que vous l'avez eue en 2018? Une coalition sous la bannière du MRC avait annoncé avoir gagné l'élection. Est-ce que vous avez réellement eu cette chance en 2018? Au MRC, il y avait, je pense, une coalition avec des entités qui n'étaient pas forcément politiques. Le mouvement de Christian Penekoka était plus une entité citoyenne, qui n'avait pas une plateforme programmatique. Mais qui constituait des électeurs, des potentiels électeurs. Oui et non, parce qu'en vérité, je pense que le regretté Christian Penekoka, qui est évidemment, avec qui j'ai passé beaucoup de temps en prison et après la prison, qui est un ami très très proche, paix à son âme, je salue ici sa veuve. Et donc, je pense qu'il avait plus décidé d'apporter un soutien à un candidat. C'était un soutien, qui n'était pas forcément un soutien politique. Il n'était pas politique à la base. Bon, évidemment, il avait un emploi dans le cercle présidentiel, mais c'était d'abord un expert, un technicien. Alors, comme allié, avec qui peut-être la dynamique, un parti, en fait, une coquille vide. Bon, en fait, M. Zonga était un singleton dans son parti, il est seul dans son parti. Donc, il a estimé qu'il pouvait rejoindre aussi
la candidature de M. Maurice Kamto. Est-ce dans son parti, vous dites? Oui, d'ailleurs, qui a disparu. Il a compris ça très très vite. Et je lui rends hommage d'avoir compris qu'il était seul et qu'il n'avait pas d'avenir avec ce parti qui était un parti, une coquille vide en quelque sorte. Vous savez donc c'est pour ça qu'il a fusionné. Vous savez qu'il va vous répondre. Mais c'est son droit. Célestin Moi, je dis la vérité parce que son parti a fusionné avec le MRC justement. Je crois à l'approche des municipales de 2020. Il s'est sabordé en quelque sorte dans le MRC. Donc c'est pour dire que évidemment ce parti n'était pas un parti fiable. Célestin Diamène, permettez-moi d'insister. En 2018, vous avez soutenu un projet politique au bout duquel vous avez annoncé avoir gagné l'élection présidentielle. Était-ce un effet d'annonce ou vous avez réellement gagné cette élection? Je pense que nous avons contesté la victoire du président actuel, puisque le Conseil constitutionnel avait déclaré vainqueur le président Paul Biya, le candidat Paul Biya. Et donc, il revient très souvent dans ce type de situation au candidat d'en face qui estime que sa victoire lui a été volée de contester. D'ailleurs, vous savez que la marche à laquelle j'ai pris part le 26 janvier 2019 avait pour objet essentiel le hold-up électoral. Vous vous souvenez. Maintenant, je n'ai pas toujours été d'accord, j'ai émis quelques réserves, beaucoup de réserves au sein du parti sur l'appellation président élu. Parce qu'en vérité, ça allait à contre-courant de l'institution du Conseil constitutionnel, dont le candidat lui-même, sans être victime de ce système, entre guillemets, avait déclaré en 2004, me semble-t-il, que la sentence de la Cour suprême à l'époque, qui faisait office du Conseil constitutionnel, était une sentence papale. Il n'y avait pas de recours, il n'y avait pas de débat possible. La Cour a parlé, le Conseil constitutionnel a déclaré vainqueur, a donné son jugement, et c'est terminé. Mais en 2018, il a fait le contraire. Bon, en tout cas, moi, j'avais la conviction, vu le procès, le contentieux au Palais des Congrès, qu'effectivement, le fait qu'il y ait eu des manipulations de documents, les 32 PV, me faisait me conforter dans ma décision qu'il y avait une triche qui pouvait aboutir au renversement des résultats. Parce qu'en vérité, vous avez vu le juge Sombé, après la plaidoirie de Michel Ndoki, la brillante plaidoirie de Michel Ndoki, est allé nuitamment confectionner à l'évidence des faux PV, parce qu'on se demande si ces vrais PV existaient, pourquoi avoir fourni aux yeux du monde des PV où il n'y a pas de signature? La loi dispose que les PV sans signature n'ont pas de valeur. Or, c'est ce qu'un juge du Conseil constitutionnel, quand même, vient présenter au monde entier. Donc, à partir de là, on sent qu'il y a filouterie quelque part. Et c'est ça qui a renforcé ma conviction que le candidat du RDPC n'était pas aussi blanc comme neige. Parce que nous, on s'en tenait à ce que les juges nous montraient. Comprenez? Il aurait pu se taire. Mais pourquoi avoir fabriqué de faux documents? Ça cachait quoi? Donc, du coup, on a lancé des marches blanches pour dire qu'il y a eu hold-up électoral. Alors, aujourd'hui, que représente pour vous le MRC? Je n'ai pas envie de trop insister sur le MRC. Ils font leur chemin. Moi, je fais le mien au niveau de la part. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'apporter des correctifs aux erreurs de certains partis de l'opposition, dont notamment, justement, le MRC et autres. Nous pensons qu'il faut une certaine cohérence quand on est en politique. Une cohérence, ça veut dire que quand on prend un engagement devant les électeurs, il faut aller jusqu'au bout. On ne peut pas dire A le matin, B le soir. Ça n'a pas de sens. On déroute les gens. Il y a des gens qui vous regardent, des gens qui vous suivent. Si vous leur dites, mettez-vous en tenue, on va à la bagarre, on va à la guerre, ou on va au front le matin, et vous dites, déshabillez-vous à 14h, il y a un problème de cohérence. Oui, mais vous allez démobiliser les gens. Donc, un parti a besoin de cohérence d'abord. Et son leader doit incarner la cohérence. Oui, mais pourquoi êtes-vous si dur avec ne suis pas dur avec ce parti politique et principalement son président? Comment pouvez-vous dire que je suis dur contre un parti? Vous avez vu vous-même ce qui s'est passé. Nous sommes le 10 novembre 2019. Le président Biya, conformément à la loi, à la Constitution, convoque le corps électoral. L'opposition a donc 15 jours, d'ailleurs tous les partis d'ailleurs, y compris le RDPC, pour présenter des dossiers, pour faire des listes, en quelque sorte. 15 jours. Qu'est-ce qui se passe? Le président du parti que vous citez
laisse passer 12 jours avant de convoquer le directoire, ce qui est déjà un peu anormal. Sur 15 jours, vous prenez 12 jours, vous ne réagissez pas, et vous mettez en conclave le parti qui va aux élections 3 jours seulement avant la fin de la clôture des listes. Bon, quand même, on y est allé je suis allé avec Michel Doki à Yaoundé pour participer justement à la confection des listes des investitures pour les élections municipales et législatives. Et d'ailleurs, fait un très bon discours. Un discours motivateur, un discours assez édifiant sur le fait que nous sommes prêts pour renverser, pour écraser le RDPC. On était donc confiants. Donc, avec les 3 jours que nous avions, on a fait l'impossible pour investir au minimum 4 régions. C'est-à-dire que l'extrême nord, le centre, l'ouest et le littoral. Ouais, les 4 dont j'ai en souvenir. Parce que, eu égard au temps qui nous était imparti, il était impossible d'investir plus que ça. Ça, c'est clair. Il faut que ce soit clair. Alors, maintenant, évidemment, dans cette investiture, j'étais désigné, moi, à Douala, tête de liste au municipal Douala 5e. Très bien. Et donc, on était déjà le dimanche 24. Le lundi 25, c'est la date de clôture des listes. La date de clôture des listes. J'attendons en tant que tête de liste désignée pour Douala 5e, au municipal, le mandat qui permet à chaque tête de liste de circuler dans les centres de vote. Vous savez qu'un centre de vote, c'est au moins 14 bureaux de vote, parfois 10, parfois 15. Donc, le mandataire doit présenter cet ordre de mission, ce document, pour pouvoir circuler dans tous les bureaux de vote, y compris avec le droit de faire fermer un bureau de vote illégal ou factice. Je n'ai pas reçu ce mandat. Donc, la raison pour laquelle j'attends jusqu'à la veille à Yaoundé ce document pour rentrer à Douala, parce que le temps presse. On est à moins de 24 heures de la clôture des listes. Jusque-là, on est toujours partant pour les élections. Du moins, dans l'esprit de tous les militants MRC, sauf exception, on était tous partants pour les élections. Étant donné que l'avant-veille, le président de ce parti avait dit qu'on allait pour gagner. Je reviens à votre question. Oui. Eh bien, figurez-vous que je descends à Douala, le plus tard, le dimanche à 22h, dernier bus à 22h. J'arrive à Douala aux alentours de 2h, 3h du matin. À 6h, à peine suis-je couché, mon téléphone sonne. On m'apprend au téléphone que le président m'a parlé à 13h30. Bon, dans mon esprit, c'est pour nous requinquer encore. Oui. C'est pour qu'on y croit encore, parce que le temps presse et puis les esprits doivent être regonflés à bloc. C'est ce que moi je pense. Je suis persuadé, beaucoup de militants pensent comme moi à ce moment-là. Eh bien, à 7h, je me dirige au siège, voilà, en Grand Moulin du parti. On commence donc à effeuiller, n'est-ce pas, les dossiers de chaque candidat, parce que vous savez qu'un dossier invalide peut invalider toute l'équipe. Il fallait être très méticuleux. Donc, je commence donc à regarder pièce par pièce le dossier de mes colistiers. Et puis vient alors 13h30 qui nous trouve là, sur place. On lui dit « Connectez-vous ». On se connecte sur le web TV. Et le président Kamto déclare que le MRC n'ira pas aux élections. Ah, je peux vous dire que là, on était KO debout. Vous avez reçu ça comme un coup de massue. Tous les militants étaient KO debout. Enfin, l'incompréhension, si vous voulez. Moi, je rentre de Yaoundé la veille. Le président me dit... Après tous les sacrifices que vous avez... Après tous les sacrifices que tous les militants... Parce que, qu'on s'en bat, dans le Grand Nord, beaucoup ont construit des bastions. Beaucoup ont créé des unités. À l'ouest, dans le centre même, dans le littoral, et notamment dans le Mungo. Les gens se sont saignés, se sont même endettés pour certains, pour créer des unités. Parce qu'il faut bien organiser, ça demande un peu d'argent et tout et tout. Donc ils croyaient que le MRC devait enfin démontrer aux yeux de tous les Camerounais qu'on est capable de créer une alternance, tout au moins dans les communes et au niveau de l'Assemblée nationale. Mais voilà un président, alors qu'il sait très bien que le parti a les moyens de gagner, qui vous dit qu'on ne gagnera pas, on n'ira pas. Et quand il vous dit qu'on n'ira pas, ça veut dire qu'il redonne du souffle au RDPC, qui était déjà certain de sa défaite dans beaucoup de circonscriptions. Ils étaient certains de leur défaite dans beaucoup de circonscriptions. Voilà donc ce qui se passe. Donc c'était les militants qui ne comprenaient rien à ce qui se passait, moi y compris. Et voilà donc ce qui s'est passé. Donc c'est un parti qui manque de cohérence avec sa tête
le président du MRC, qui manque de cohérence. Et pour un militant qui a des ambitions pour son parti, pour son pays, ce n'est pas possible de continuer. Parce qu'on ne sait pas si demain, il y aura un autre boycott, si on va créer des cellules, des unités, pour qu'on vous dise demain que, ben, écoutez, vous n'irez pas aux élections. Célestin Djamène, que reprochez-vous à Maurice Kamto, avec qui, il faut le préciser, vous êtes allé en prison après l'élection présidentielle de 2018? Que lui reprochez-vous? Non, mais chacun, si vous me parlez à titre personnel, moi, je ne rentre pas dans les comportements humains. Je parle d'une direction politique. Quand vous faites équipe avec des gens, des militants, des cadres, il faut les respecter. Il faut leur faire leur accorder un minimum de confiance. Il faut comprendre que quand on adhère à un parti politique, on a au moins lu les grandes idées de ce parti politique. On ne vous suit pas par rapport à votre beauté physique. On vous suit parce que vous incarnez quelque chose. Parce qu'il y a un projet et un détenteur de projet, un porteur de projet. Si le porteur de projet ne respectait plus la ligne qu'on s'est fixée, ça devient très très compliqué. Il n'a pas respecté. Parce qu'on nous a fait croire qu'il avait convoqué le directoire pour décider du boycott. C'est faux. Il a convoqué un conseil national le 25 novembre. Comprenez? À 11h. Et à 11h30, il y avait donc conférence de presse où il a annoncé sa fameuse décision de ne pas aller aux élections. Donc c'est une décision pratiquement unilatérale. Elle était unilatérale, mais déguisée. Il a voulu faire croire qu'elle était collective. C'est faux, puisqu'il n'y a pas eu de débat. Si vous m'invitez à votre réunion, vous voulez l'avis des militants, tout au moins des cadres du directoire. C'est une décision du directoire. Parce que le Conseil national, non, justement, le directoire était l'une des branches de ce Conseil national qui était élargi aux départementaux, me semble-t-il, et aux régionaux, n'est-ce pas? Et donc, on était censé soumettre la question du boycott, qui est une décision importante d'un parti politique, au cadre du parti. Mais ils n'ont pas eu le temps de dire oui ou non. Mais Célestin Djamène, ils ont applaudi. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce que c'est pas pour cette raison que vous avez quitté le MRC? Parce que vous n'avez jamais supporté le fait de n'avoir pas été investi comme candidat à la mairie de Douala-Cinquième pour ce parti politique? Mon cher Romaric, ce n'est pas une question personnelle. D'abord, je ne suis pas le seul à avoir... Même si j'ai ouvert le bal, vous avez vu que derrière moi, il y a eu une flopée de cadres qui sont partis, y compris le vice-président Tabi Johnson qui est parti, y compris l'ancien Sénacom Medalipod, Sosten qui est parti, y compris l'un des cadres dans la Menois, qui est M. Foulefac, y compris beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont partis, je suis pas le seul, et beaucoup d'anonymes sont partis. Donc c'est un parti qui est dans un stade d'essoufflement. Contrairement au tapage que j'entends ici ou là, on n'a qu'à voir leur meeting. C'est de moins en moins de monde. Ils font des gros plans pour donner l'illusion qu'il y a du monde à leur meeting, mais c'est faux. Donc les meetings sont un peu le baromètre de l'adhésion à un parti politique, de la présence ou de l'importance d'un parti politique. Quand vous regardez les meetings de Mendon, de Japoma, de Konsamba, ça va décrescendo. Décrescendo. Et ça, c'est un signe. Ce que je veux dire, c'est que je ne reproche rien à M. Kamto en tant qu'individu. Oui. Je lui reproche son attitude, en tant que porteur d'un projet, en tant que président d'un mouvement collectif. Est-ce que vous vous voyez déjà maire de Douala-Cinquième? Non. Nous avions les meilleures propositions de l'époque. Madame Foning, le RDPC de Douala-Cinquième sortait d'une gouvernance catastrophique, désastreuse, avec le maire Ibanda, n'est-ce pas? Avant lui, avec Madame Foning qui était là. Les habitants ont bien vu qu'effectivement, le RDPC, c'était du passé pour eux. Oui. Ils voulaient, effectivement, pas essayer, mais se ranger du côté du camp qui pouvait apporter le changement. Et dans ce camp, il n'y avait que le MRC. En 2020, en tout cas, il n'y avait que le MRC. Aujourd'hui, avec le comportement absolument irresponsable et immature de son président, il s'est passé que beaucoup ont démissionné. Des figures connues comme des figures beaucoup moins connues. Alors, parlant des démissions, justement, nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques jours maître Fabien Kenyé, avocat au barreau du Cameroun et non moins militant pour le mouvement La Renaissance du Cameroun, qui déclarait exactement ceci sur notre plateau en ce qui concerne ces démissions, parmi lesquelles les vôtres. Écoutez. On a vu des mécontents quitter le bateau, notamment Célestin Djamène et tout récemment Sosten Medalipod. Ces départs ne vont-ils pas fragiliser votre parti politique? Romaric, oui. Je vais vous poser une question. Quand les gens se suicident, n'est-ce pas? Ils vont où? Aucune idée.
avant de se suicider, est-ce qu'ils ont vu ce qu'ils sont devenus les présidents suicidés? Peut-être oui, peut-être non. Peut-être oui. Quand on se suicide, on n'est rien. Je voudrais vous dire que depuis que toutes ces personnes quittent le bateau, quelles sont devenues après? Rien du tout. Vous pensez qu'elles sont politiquement mortes? Elles sont politiquement mortes. Citez-moi un cas de celui qui a démissionné du MS et qui est devenu quelque chose politiquement. On peut les tromper avec quelques pains sardines pour quelques temps. Célestin Diamé, c'est la politique. Il est promoteur et président d'un parti. Promoteur de quoi? Est-ce qu'on parle encore de son parti, c'est à part. Moi, je n'ai pas. Nous n'avons pas pour habitude de parler des anciens. Des anciens qui ont quitté le bateau. Mais puisque vous m'y invitez, que devient ce parti? La réponse, vous pouvez la donner. Vous voyez ce parti où? Vous l'avez exploité pendant quelques instants d'activité et puis basta. On ne le voit plus dans vos médias. Pourquoi? Peut-être il a Parce que c'est vous qui êtes le baromètre de la visibilité politique. Peut-être il a Pourquoi vous le voyez plus chez vous? Peut-être il a sa stratégie de ne pas dévoiler tout ce qu'il a fait maintenant. Et avant, il était où? Peut-être qu'il va revenir avec d'autres militants. Bon, qu'il reste là où il est. On ne le voit plus dans MSC, c'est tout. MSC continue sa route. Quand quelqu'un est fatigué dans notre train, il descend, il part. Nous continuons. On va arriver à bon port. Eh bien, après avoir regardé cet extrait, que répondez-vous à maître Fabien Kenyé, qui semble effectivement dire que votre parti politique, effectivement, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, est en perte de vitesse, et que, bien au contraire, contrairement à ce que vous disiez du MRC, c'est plutôt vous qui êtes pratiquement perdu parce que, après être parti du MRC, il y a pratiquement plus de nouvelles de vous. Et qui compare votre départ à un suicide politique. Vous voyez, voici le type d'homme politique ou de personnalité politique qui font que l'image de la politique en Afrique, et plus prosaïquement au Cameroun, est complètement dévoyée et brouillée, parce qu'en vérité, ce qui se passe, c'est que on est d'abord sur un débat de concept. Ils considèrent qu'une démission, c'est un suicide. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Dans le monde entier, beaucoup de gens ont démissionné. Le président Nidon Tchoundi a quitté le SDF, a quitté le RDPC en 88 pour créer avec d'autres, Siga Saga, Ben Mouna et autres, un autre parti politique qu'on appelle le SDF. Ce n'était pas un suicide. Mais au contraire, on a vu toute la carrière et l'apport que le président Fondi a fait sur la démocratie, en tout cas sur l'échiquier politique camerounaise. On a vu qu'il y a Mme Kawala qui est partie du SDF en 2011 pour créer le CPP. Elle a été une actrice importante lors de la présidentielle de 2011. On a vu Chiruma quitter, n'est-ce pas, l'UNDP. Et on a vu Bello Bouba quitter l'UNC pour créer l'UNDP, pour adhérer à l'UNDP aussi. Donc, il y a dans ce pays un problème d'abord de compréhension. Voilà un avocaton qui ose insinuer... Un avocaton? Oui, qui ose insinuer... Est-ce que vous n'êtes pas excessif en le disant? Non, il considère l'émission un suicide politique. De deux, il n'est même pas au fait de l'actualité. APAR est visible. Des 11 partis créés en 2021, APAR est quand même le seul parti qui émerge du lot. On entend parler de personne d'autre. Alors, soit il est de mauvaise foi, mais je pense que non. Il est plutôt dans l'inculture et l'incapacité à parler de politique. Il est dans un système belliqueux, un système comment dirais-je, d'insultes, un système, comment dirais-je, de positionnement absolument névrotique. Il est assez agité comme personnage politique. Ce n'est pas sérieux. À part existe, ça se voit. Le défilé du 20 mai, quand même, c'est un événement national. On a vu les images passer, on a vu quand même la présence d'un parti comme APAR. On n'était pas des moindres. Et puis, j'ai cru que j'ai regardé cette émission. Il a semblé à un moment donné qu'il a considéré que je n'étais pas membre du directoire au MRC. C'est ce qu'il a indiqué. Soit il est complètement ignorant, soit il est complètement stupide, mais il aurait pu quand même se renseigner. Il prétend être militant du MRC, mais il ignore carrément qu'un secrétaire national aux droits de l'homme est membre automatique du directoire. Il semble l'ignorer dans votre interview.
Moi, ça me dépasse. Et vous appelez mai de Douala zéro. Ça veut dire quoi? Donc, il est dans les comment dirais-je, dans des synapses. Des synapses mais parce qu'il estime, comme on le demandait tout à l'heure, que c'est parce que vous n'avez pas pu être maire dans la ville de Douala, notamment à Douala 5e, que vous avez décidé. C'est pas de mon fait, je viens de vous l'expliquer. Le président Kanto décide de prendre une décision unilatérale de boycott. C'est pas le fait des militants qui étaient prêts. Et on avait même le droit de penser que dans le Vouri, tout au moins, on raflerait au moins 4 communes sur 5. Maintenant, quand un avocat vient dire que j'avais... Pas jusque-là. Si, parce que là, son langage est complètement hors du rien. Non, quand il méconnaît qu'un secrétaire national aux droits de l'homme d'un parti politique est membre du directoire, mais c'est extrêmement grave. À défaut de connaître, il vaut mieux quand même se renseigner. J'ai cru même comprendre qu'il avait insinué que Maître Tanfouricha n'était pas exclu du directoire. C'est ce qu'il a dit. Ce qui se passe, c'est qu'en vérité, il est de fait exclu. Parce que quand on suspend des réunions... Est-ce qu'il y a une autre officielle qui le dit? Non. Non, mais attendez, si j'ai le droit aux réunions, parce qu'un membre du directoire a droit aux réunions, au groupe WhatsApp au moins, comment dirais-je, pour intervenir, donner ses idées. Si on vous enlève, c'est un peu comme si Romaric est salarié, je sais pas, d'une entreprise, on vous donne juste une chaise avec une table vide, mais c'est encore plus grave psychologiquement. On ne vous reconnaît plus comme un élément pouvant apporter quelque chose à la collectivité. Mais ça fait pas de vous quelqu'un qui quitte le bateau. Mais de fait, vous êtes exclu. Il ne peut plus parler. Tout simplement parce qu'il a osé penser qu'il pouvait soutenir une autre militante qui est Michel Ndoki pour la présidence du parti. Donc c'est un crime pour lui d'avoir soutenu une candidate autre que Maurice Kamto. Parlons justement de Maître Michel Ndoki. Comment, je suppose que vous avez de bons contacts aujourd'hui et que... C'est mon ami. Malgré le fait que vous soyez partie du parti, vous êtes resté... je ne réunis pas mes amitiés. Alors comment trouvez-vous son attitude qui semble de plus en plus l'attitude de quelqu'un qui va en guerre contre le professeur Maurice Kamto en interne? Et comment trouvez-vous les propos qu'elle a récemment prononcés sur ce parti politique? Est-ce que vous la comprenez? Non seulement je la comprends, mais je pense qu'elle a été victime d'une agression politique extrêmement insupportable. On ne peut pas, du fait que vous soutenez un candidat, vous exclure, du moins exclure de fait, des fonctions du directoire. Maître Tanfouricha avait juste eu le malheur de dire que le candidat qu'il soutenait avait des chances de réussite. Il a soutenu un candidat au sein du parti. La démocratie interne veut dire quoi? On ne peut pas critiquer le président Biya matin, midi, soir et ne pas pratiquer en son propre sein les principes de base de la démocratie. Alors maintenant, Maître Ndoki a réagi par rapport à cette attaque. Hein? Elle a le droit, elle était en état de légitime défense. Mais en estimant par exemple qu'aucune attaque d'ambassade, aucune interdiction d'artiste, aucune machin, tout ce qu'elle a dit, un peu comme si attribue la paternité de tous ces actes au MRC. Est-ce que ce qu'elle a dit est vrai? Elle n'a pas fait de lien, elle n'a pas désigné qu'il y avait un auteur de ces actes-là, de casse d'ambassade. Non, Célestin Diamé, nous ne sommes pas des enfants. Non, mais attendez, parce qu'elle vous dira le contraire. Non, Célestin Diamé, nous ne sommes pas des enfants. Quand elle dit, elle finit ses déclarations, elle dit, ce parti n'appartient pas à Maurice Kamto. C'est extrêmement vrai. Si le parti appartient à un individu, nous sommes dans le culte de la personnalité. Oui. Ce qui est extrêmement néfaste pour la politique. Pour l'évolution de la démocratie dans une nation, il faut faire confiance aux institutions, même internes. Ce à quoi elle fait face aujourd'hui, est-ce que vous l'avez vécu à l'intérieur de ce parti? J'y ai passé 2 ans seulement, 2 ans et demi. Donc, si vous voulez, moi, j'ai pas eu autant d'intrigues, parce que déjà, je viens en 2018, en juillet, la campagne commence à peine. J'accompagne le président Kamto pendant toute sa campagne, et puis, à la veille des municipales, je m'investis aussi, on prépare le terrain, etc. Et donc, juste un an après, je pars pour les raisons que je viens d'évoquer tout à l'heure. Donc, j'ai pas eu le temps nécessaire pour peut-être subir comme elle ce qu'elle subit aujourd'hui, qui est absolument inacceptable. Je veux dire, là, on peut le considérer comme un coup de colère. Comprenez? Parce que, jusqu'à présent, elle menait sa campagne au tambour battant, entre Abidjan et Douala, bien sûr parce qu'elle a des occupations professionnelles en Côte d'Ivoire, mais elle n'attaquait personne. Mais quand on veut la priver, sans aucune raison, d'un soutien au sein du parti,
Mais on est pire qu'en dictature. Mais c'est ça devient le despotisme. Mais c'est c'est extrêmement grave. Vouloir diriger un parti politique et émettre ce type de déclaration venant de sa part, est-ce que c'est pas se tirer une balle dans son propre pied? Parce qu'elle est en quelque sorte en train de dire que le MRC c'est un parti de casseurs, c'est un parti de voyous. Et c'est le même parti qu'elle veut diriger. Je n'ai pas la même lecture. Je n'ai pas la même lecture que vous. Parce que on peut avoir dénoncé certains extrémistes au sein de ce parti qui prend en otage le président lui-même, qui l'ignore peut-être. Ou peut-être ne l'ignore-t-il pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des extrémistes, je dirais même des fascistes. Comme dans tout parti politique. Non, parce que là, c'est carrément des gens qui font pas de politique. Ils sont là pour l'invective pure et simple, ils sont là pour essayer d'être des godillots, d'être des saltimbanques. C'est-à-dire qu'ils sont là, pas pour défendre des idées, ils sont là pour défendre l'image d'un homme. Comprenez? On a le droit de le faire, mais sur la base des idées. Si Mendoki fait des propositions qui sont, on va dire, contrevenantes à la ligne du parti, ils peuvent très bien argumenter pour éteindre ces propositions. Mais c'est pas ce qu'ils font. Ils la traitent de tous les noms. J'ai entendu des noms que je pourrais même pas, des choses que je pourrais pas prononcer ici. Parce qu'effectivement, ils considèrent que c'est le meilleur moyen pour eux de la détruire. Or, nous sommes dans un parti qui prône le changement par les urnes et par le respect de l'autre et tout. Mais dans quel monde sommes-nous? C'est un parti d'incohérents, un parti des gens, à quelques exceptions près, des gens qui ne veulent pas s'assumer en tant que militants politiques. Quand on s'engage à défendre des idées, des opinions, on est dans l'explication, on est dans, dans la démonstration de ces idées, de la prévalence de ces idées. Oui. Pas dans la stigmatisation de l'autre parce qu'il a osé se porter candidat à une fonction au sein du parti. Que les statuts, d'ailleurs, lui autorisent très largement. Mais Célestin Diamène, dites-nous, est-ce que vous êtes déjà allé en prison rencontrer, ou bien au moins saluer Olivier Bibounissa ou le professeur Alain Fourier? Non, j'y suis pas encore allé. Vous savez, pendant que... Est-ce que quand vous étiez en prison, eux, ils venaient vous rendre visite? Olivier était porte-parole du candidat Maurice Kamto pendant la présidentielle. Oui. Le président Kamto a voulu personnellement que M. Bibounissa soit intégré, et sous ma proposition, en prison, soit intégré au directoire. Parce qu'il était seulement porte-parole. J'ai dit, pendant le procès, vu l'implication d'Olivier, son implication personnelle, pour restituer, n'est-ce pas, parce qu'il écrivait beaucoup, il restituait un petit peu les journées que nous subissions au tribunal militaire, notamment dans la procédure d'habeas corpus, donc demande de liberté, de libération pour les prisonniers politiques que nous étions. Donc, il était tellement impliqué que j'ai proposé au président Kamto de l'intégrer au directoire, qu'il devienne membre à part entière, qu'il s'explique en tant que membre de la cellule de communication du parti, mais dans le directoire. Ce qui n'a pas plu beaucoup à Sosthène Médard-Lipote. Bon, là, c'est un détail. Mais je veux dire que il avait, comment dirais-je, c'était un ami, ça reste un ami. Même si je n'ai pas encore eu le temps d'aller le rencontrer, parce qu'en vérité, j'avais aussi, pour moi, jusqu'à présent encore, l'obsession d'implanter mes premières cellules du parti à part sur le terrain. Ça prend beaucoup de temps, croyez-moi. Oui. Beaucoup de temps. Et puis, l'actualité le faisant, et entre-temps, ils ont eu quand même 7 ans de condamnation, de prison ferme, et je pense que, à sa convenance, s'il est d'accord, j'irai bientôt lui rendre visite. Mais pour l'instant, comprenez-moi, je suis en train de mettre en place sur pied les structures d'un nouveau parti politique. Non, je ne vous accuse pas. C'est pour vous. C'est juste une question. Je veux que les téléspectateurs m'écoutent. Je veux dire que moi, les raisons pour lesquelles je ne suis pas encore allé rendre visite à mon ami Foguet et à Olivier, c'est des raisons qui n'ont rien à voir avec un conflit éventuel qui aurait lieu entre nous. Non. Est-ce que vous promettez d'aller les rencontrer? Bien entendu. Ce sont des amis. Même si on n'a pas les mêmes idées actuelles sur le fonctionnement de leur parti, mais ça, c'est un détail. Je suis à la tête d'un parti aujourd'hui, nous serons candidats aux élections de 2025, il peut ne pas être d'accord, mais ça ne peut pas remettre en cause l'amitié qui s'est forgée entre nous pendant cette année. Est-ce que vous réclamez leur libération? En tant que président de parti politique, est-ce que vous réclamez leur libération? Bien sûr, je l'ai écrit plusieurs fois. Je leur ai dit qu'on ne peut pas détenir quelqu'un pour son opinion. Je l'ai toujours dit. Bien entendu, quand on enfreint sur le plan civil des lois
même si on est un homme politique, on peut être condamné. On ne peut pas être condamné pour avoir exprimé ses idées. Et surtout parce que ces idées ne plaisent pas au parti au pouvoir. Non. Ils ont voulu manifester. C'est vrai qu'ils ont produit des vidéos un peu excessives, dans le sens qu'on va aller chasser le président de son palais. Non, on ne dit pas ça. Si le président on considère qu'il a usurpé cette contrairement élection, à vous, ils n'ont pas marché. Ils n'ont même pas marché. Oui, ils n'ont pas marché. Parce que Olivier, on le prend à son domicile. Comme on se disait qu'il a fait des vidéos qui appelaient, on va dire, à la marche, qui étaient d'ailleurs, selon les autorités interdites, on estimait que c'était un petit peu l'incitation à l'insurrection. Et que c'est une incrimination qui existe dans le code pénal. On a été condamné, pas condamné, mais on a été poursuivi pour insurrection, pour hostilité contre la patrie, pour rébellion, etc. Donc, on l'a soupçonné d'avoir fait ces vidéos-là pour inciter la population à se soulever, ce qui est puni par la loi. Bon, maintenant, encore une fois, ce qui se cache derrière, c'est l'opinion, l'opposition qu'il incarne, qu'il avait en ce moment-là, et même maintenant encore, face au pouvoir. Mais il n'y a pas de délit d'opinion. L'opinion n'est pas un délit. Mais si on dit une chose, par exemple, sur la race de quelqu'un, sur la tribu de quelqu'un, c'est déjà un délit. On n'est plus dans la politique. Mais est-ce que Bivou a commis tout ça? Je m'interroge. Donc c'est pour ça que je le considère comme un détenu politique. Oui. Parce qu'il est là parce qu'il faisait partie d'un parti politique et qu'il a fait des vidéos sur la politique. On est détenu par rapport à ça. Vous comprenez? Alors, nous allons faire une virgule sur une actualité récente. Récemment, des documents ont circulé sur les réseaux sociaux où on pouvait lire que le président du Conseil social et économique sollicite l'achat d'un véhicule à hauteur de 120 millions de francs CFA et la construction d'une façade de son domicile à près de 2 milliards de francs CFA. Au cadre de l'administration centrale, est-ce que vous pensez qu'il doit se permettre ce type de sollicitation au moment où le chef de l'État lui prescrit la réduction du train de vie de l'État? Bien sûr. Vous avez entièrement raison parce que... Est-ce que c'est raisonnable? Non, ça ne l'est pas du tout parce que si on s'en tient effectivement au discours du chef de l'État qui prône d'abord effectivement cette réduction du train de vie de l'État, qui prône le fait de consommer patriotique dans le sens de s'investir dans l'économie patriotique, qui prône le fait de tordre le cou aux prévaricateurs des biens publics. On ne peut pas en même temps voir un président du Conseil économique et social qui est là depuis presque 40 ans, pour une institution qui ne sait strictement rien. Ils sont là pour conseiller qui? Parce qu'on a un ministère du plan et de l'économie quand même au Cameroun qui sont en mesure, dans leur département, d'apporter, de soumettre des rapports sur l'économie au président de la République. On n'a donc pas besoin du Conseil économique et social, dont les membres se sont réduits comme un pot de chagrin pour en arriver à un seul membre, le seul. Imaginez en même temps que le Conseil économique et social, ils ont un budget d'1,9 milliard. Et un monsieur, président de ce conseil, demande la réfection, je dis bien la réfection et pas la construction, d'une façade supérieure au budget de l'institution. Est-ce que vous comprenez ça un peu? C'est-à-dire que j'ai un budget, par exemple, de 1 milliard. Et la dotation d'un véhicule? D'un véhicule de plus de 120 millions. Mais attendez, on est dans quel monde? On est dans quel monde? Là, on est en pleine gabegie. On est en pleine gabegie. Pendant que les gens sont sur la moto en train de crever de faim, à gagner à peine 5 000 francs par jour, on ose trouver normal, on ose banaliser le fait qu'un haut commis de l'État sollicite 2 milliards pour la réfection d'une résidence. Mais attendez, on marche sur la tête, là. Nous marchons sur la tête. C'est totalement inacceptable. C'est totalement, non seulement inacceptable, c'est révoltant. C'est révoltant parce qu'il y a des gens qui tirent le diable par la queue. Vous avez plein de jeunes dans ce pays. Des jeunes qui veulent vraiment réussir. Ils sont écrasés de fiscalité, d'impôts dans tous les sens. Ils ne peuvent pas évoluer, non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce que la fiscalité les oblige à mettre la clé sous le boisseau, sous le paillasson. Alors même qu'ils pouvaient apporter un plus à l'économie nationale. Vous savez que la richesse d'un pays, c'est d'abord les PME. C'est pas les multinationales qui rapatrient toujours leurs biens, leurs capitaux à l'extérieur chez eux. Oui. Donc voilà un monsieur, président du Conseil économique et social, qui
sollicite 2 milliards plus un véhicule de plus de 120 millions. Soyons un peu sérieux dans ce pays. Vous savez ce qu'on peut faire avec 120 millions pour un jeune dans un village? Mais vous imaginez même pas. Non. Pour le principe, d'abord, c'est inadmissible. C'est totalement condamnable. D'accord. On ne peut même pas tolérer ça un instant. D'accord. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup, Célestin Diamati. Et ça, c'est la gabegie. Oui. Et lisez le discours du président Biya. Il dénonce, bon, je sais pas, je pense qu'il est quand même sincère, mais enfin, bref, peu importe. Il dénonce, justement, la gabegie. Un discours de 2013, rappelez-vous, il demande à ses ministres, mais que voulez-vous? Il dit qu'ils sont perméables à la corruption et au détournement. Qu'est-ce qui nous manque? S'interroge le président de la République. Qu'est-ce qui nous manque? Il rajoute que moins de 50% des budgets d'investissement public sont exécutés. Alors qu'il y a de l'argent. Mais où va ce pays? Donc, tout ça, les jeunes sont en train de croupir, d'acheter des visas pour le Canada, pour la France et partout ailleurs. Non, ce n'est pas sérieux. On voit un président du Conseil économique qui va demander 2 milliards pour refaire une façade de son appartement. C'est absolument inadmissible. Merci beaucoup, Célestin Diamati. C'est ici qu'on va mettre un terme à cet entretien. Malheureusement, le temps est largement imparti. Passe vite. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Un dernier mot, peut-être? Oui, un dernier mot. Je pense qu'en vérité, je crois qu'il y aura dans les années à venir beaucoup de défis pour le peuple camerounais. Je crois beaucoup en la jeunesse. Elle doit croire en son avenir. Malgré la situation très compliquée aujourd'hui, malgré la filouterie de plusieurs hommes politiques, malgré l'incohérence de certains dirigeants politiques, les jeunes doivent continuer à croire. Un parti politique peut les aider à, à stimuler, à booster leurs convictions. Il faut s'impliquer dans la société. On n'est pas créé pour vivre en singleton. Dieu a voulu qu'on vive en société. Parce qu'on a envie de s'entraider, de s'unir pour produire quelque chose de bien, de solide. Donc il faut que les jeunes croient en leur pouvoir. C'est le Cameroun de demain. C'est pas les vieux, avec tout le respect que je leur dois. C'est d'abord la jeunesse. Aider les jeunes à s'investir. Essayer de supprimer ces impôts qui pèsent comme une chape de plomb sur la jeunesse. Ils ne peuvent pas investir. Où sont les capitaux pour les jeunes? Où sont les moyens de l'État pour aider les jeunes? Ils n'ont pas tous accès à la ligne 94 ou à la ligne 65, malheureusement. Il y a des opportunités. On donne de l'argent aux barons du parti, à certains amis politiques, et qui les mettent dans des investissements complètement stériles. Il y a des jeunes ambitieux qui peuvent très bien réaliser des bonnes choses au Cameroun. Donc moi je pense qu'il faut inciter la jeunesse à y croire, et à part est venu pour essayer ensemble de construire un Cameroun nouveau. Merci Célestin Diamati. C'est la fin de cette émission, Raoul. Naturellement. Merci également à vous de nous avoir suivis, particulièrement à Grasté pour la coordination et la supervision de cette émission. Merci à l'équipe technique chapeautée aujourd'hui par Gilles Bédan-Noubissi. Ne manquez pas sur l'ensemble des plateformes de JNJ Media, notamment notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Ne manquez pas les émissions, les interviews exclusives, sans oublier des reportages et bien d'autres. Retrouvez-les entièrement sur nos plateformes et nous vous demandons tout de suite et maintenant de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Si vous êtes déjà abonné, poussez les vôtres à le faire pour ne rien rater de l'actualité croustillante et marquante du Cameroun, racontée, narrée et travaillée par JNJ Media. On se retrouve bientôt avec un autre invité avec le même plaisir, le même désir. D'ici là, restez en nos compagnies.